Voilà, ça fait plaisir. Ça va être un gros gâteau, là. Oui, mais ça me fait plaisir aussi que tu sois là. Voilà. Ah ben oui, tu sais. D'accord, tu viens très très souvent, tu nous fais des livres magnifiques, surtout sur le moulin et tout ça, c'est magnifique. Et là, j'en prépare un autre. Je prépare un autre livre sur Claude François, vous allez adorer. J'ai déjà fait 11 livres, merci de le rappeler à chaque fois. J'ai fait déjà 11 livres entre Podium, Claude François, tous les livres. Le livre de poche, je crois qu'il en reste quelques-uns encore à la boutique. Ces fameux guides que l'on fait avec Julien généralement. On réédite tous les 4-5 ans un nouveau guide officiel avec toutes les photos, etc. Et là, je prépare un livre jour après jour. Vous savez que j'avais déjà fait pour Flammarion, j'avais fait 14 284 jours, ce fameux livre qui reprend pratiquement tous les agendas de Claude François que j'ai conservés. Et donc, pour savoir ce qu'il faisait tous les jours. Et là, j'ai augmenté encore le planning de Claude François parce que depuis, on a retrouvé des dates, évidemment. Donc, je complète mon premier manuscrit et on va ressortir pratiquement une photo de chaque jour de son existence. Lui qui a vécu 14 284 jours, alors on n'aura pas peut-être les mois d'école, on les aura pas tous, mais en tout cas, à partir du, on va dire, du 18 décembre 1962, pratiquement jusqu'au 10 mars 1978, on a pratiquement une photo par jour traversée par Claude François. Ça fait déjà 11 ans que je travaille sur ce dossier. Et là, je vais enfin pouvoir sortir ce livre d'ici septembre 2025. Ça va être un gros volume, hein. Mais c'est intéressant parce que c'est passionnant de voir cet artiste majeur aujourd'hui, qui reste encore un des gros vendeurs de disques, soit en support, soit en téléchargement, comme chacun le sait. Mais c'est intéressant, voilà, donc je travaille quand je peux. Bon, Marie-Claude, je viendrai le présenter en exclusivité, évidemment, au Moulin, comme à chaque fois, sur chaque sortie de livre. Alors, Marie-Claude, 80 ans, remontez 80 ans, hors taxe, t'es d'accord? Oui, 80 ans hors taxe, c'est super. Hein. En tous les cas, je voulais vous remercier. Je te remercie à toi, Fabienne, d'être venu, mais surtout à vous tous, d'être toujours aussi nombreux pour l'artiste. Voilà. Je vous ferai un petit coucou tout à l'heure. Je vous laisse déguster tranquillement et on se dit à tout à l'heure. Merci encore à tous. Merci. Moi, je vais vous donner mon âge, moi j'ai 63 ans. Mais moi, j'aimerais bien voir des gens qui sont plus âgés que moi. Je me dis, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai une fille de 30 ans, par exemple. Quand je la vois conduire la voiture, faire des interviews, parce qu'elle fait beaucoup de télévision aussi sur la chaîne du Figaro, ça me fait toujours bizarre de la regarder à la télé, parce que je me dis, mais quand on les a connus tout petits, et d'un seul coup, après, ils vous... voilà. Ah ben, j'ai vu tes petites filles qui sont magnifiques là-bas, avec ta belle-fille. Voilà. Et c'est vrai de les connaître tout petits, après on les voit, ils conduisent leur voiture, ils vous expliquent tout ça. Il y a un truc, il y a un choc de génération à un moment donné, c'est inévitable. Mais ça fait partie de la vie. C'est aussi le merveilleux de la vie, en tout cas. Alors je sais que l'équipe du Moulin voulait venir. Ils sont où l'équipe du Moulin? Oui, l'équipe du Moulin. Alors venez, ah bah, ils sont peut-être en plein service. Donc sinon vous n'allez pas avoir de dessert, vous avez les desserts. Si je commence à les faire venir, c'est foutu pour moi. Donc voilà un peu. Alors je sais qu'il y a une croisière Claude François au mois d'octobre, qui est géniale, en mer. C'est complet. Il faudra attendre la suivante. Au printemps, c'est mieux, cela dit. Ça secoue moins la Méditerranée. J'ai fait beaucoup de conférences sur les bateaux. Et c'est formidable au printemps, souvent. L'été, même, c'est bien, septembre, octobre. Novembre, ça secoue un peu. Mais en même temps, c'est tellement des gros bateaux qu'on ne sent pas les vagues. Non, franchement. Et puis, oui, C'est complet, là, puisque j'ai pu entendre. C'est génial. Si c'est complet, c'est formidable. En plus, il y a Claude François Junior qui fera partie du voyage. Il y a Dany, ancienne capitaine des Claudettes. Et puis il y aura André Torrent et son épouse qui va vous raconter de merveilleuses histoires sur Clo-Clo, toute la période RTL, puisqu'il avait commencé à présenter le livre par RTL. C'était en juin 1972 déjà. La dernière fois, quand tu l'as vu. Oui. Il était là la dernière fois. Et si certains ici dans cette salle qui n'étaient pas là, si vous visitez le musée, vous verrez qu'il y a le costume d'André Torrent, c'est le costume de mariage. Donc Claude François était le témoin à l'époque. Et donc André nous l'a laissé très gentiment. Il nous a beaucoup touché parce qu'il nous a dit, avec tout ce que vous avez fait pour Claude et son moulin, je vous laisse mon costume de mariage. Puis ça peut en servir, on ne sait jamais. Voilà. Vous avez l'intention de vous remarier, le Marie-Claude? Chérie, oui. Je garde le papy. D'accord. Parce qu'il m'a montré mon café tous les matins. D'accord. Mais je connais des gens, une femme à 94 ans qui s'est mariée. Hein.
Oui, qui était la tata pépé de Patrick Sébastien. Vous savez que j'ai fait 14 ans de Patrick Sébastien avec les années bonheur. Et il a une tante qui s'appelle Tata Pépé. Elle s'est mariée à 94 ans. Elle avait trouvé un petit jeune de 97. Ouais, non mais réelle histoire, je ne peux pas l'inventer. Ils se sont mariés. Bon, elle est tombée veuve 2 ans après. Il est mort à 99. Non mais c'est hallucinant. Ben, c'est génial. Donc elle est retombée veuve et elle cherche à se recaser. Vous imaginez? Non mais c'est hallucinant cette histoire. Elle est en pleine forme. Elle cuisine, elle vit dans le sud-ouest là-bas à côté de Martel. Non, mais on ne peut pas les inventer ces histoires. Hein. On les vit vraiment. Si vous avez des questions à nous poser, soit sur le moulin, soit sur... si vous avez des questions à poser, puisque je suis là, je réponds à toutes les questions. Argent, sexe, tout, je réponds. Dites-moi tout. Alors, oui. Pardon? Pardon, est-ce que les Claudettes... Allez sur les Claudettes. Alors je sais Carole Plumel, que j'ai eu il y a 2 jours au téléphone, elle sort un bouquin. Carole Plumel chez Robert Laffont. Et à mon avis, il va être bien le bouquin. Elle m'a envoyé déjà les pages pour que je corrige s'il y a des fautes de biographiques dedans à l'intérieur. Et je pense que c'est un très bon livre de Carole Plumel qui arrive, qui est adorable, qui était rentrée chez Claude François en 1974. Vous la voyez, c'est une jolie blonde à l'époque, c'était une copine de France Gall. C'est... Pour le 45e anniversaire. Exactement. Elle vient régulièrement ici, elle adore, elle trouve qu'on mange bien, etc. et que c'est une belle maison. Non, simplement, elle avait rencontré, pour l'anecdote, Claude François grâce à France Gall. C'est une copine d'enfance de France Gall, du lycée. Et France Gall avait présenté à Claude François, parce qu'ils sont, après l'émission Top A Claude François, qui était passée en septembre 1974, Carole était là, et elle accompagnait France Gall qui était dans la même émission que Claude François, c'était à l'époque en direct des Buttes Chaumont. Et après cette émission, ils sont allés faire un tirage au sort à l'Olympia pour la fête des jeunes giscardiens. Je rappelle pour la petite anecdote, c'est que Giscard venait d'être élu au mois de mai 1974 président de la République, et Clo-Clo avait été choisi par les jeunes giscardiens pour faire le tirage au sort. Et donc France Gall avait été, parce qu'à l'époque France Gall était giscardienne avec sa copine Dany, elle collait les affiches et tout ça. Et donc, elle avait fait la campagne de 74, Dany à l'époque, et France Gall avec. Et c'est comme ça que France a présenté sa copine Carole à Claude François. L'histoire, elle est géniale. Et que Claude François l'a trouvée tellement formidable qu'il l'a engagée comme Claudette. Donc, elle va raconter ça, Carole, dans son bouquin, ce qui est toujours merveilleux. Et puis d'abord, elle est toujours très bien. Quand je peux la mettre en télévision, je la mets en télévision, parce qu'elle raconte bien les anecdotes. Et puis, elle est passionnante, elle a une vie exemplaire, et puis elle est drôle, et voilà. Donc, vous allez avoir prochainement des livres des Claudettes. Il y avait une autre question, j'ai vu un bras se lever là-bas. Ce que vous nous expliquez gentiment, c'est pas comme ça, si vous êtes à l'envers. Parce que c'est le public et les patrons de discothèques qui décident du titre, et pas nous. Personne n'a décidé, pas même Claude François d'ailleurs à l'époque. C'est pas lui qui a décidé qu'il allait passer en discothèque. Ça se fait, c'est le public qui demande. Ou les patrons, qui eux estiment que ça rentre dans leur programmation avec le son qui évolue depuis 45 ans, vous imaginez. Et la chance de Claude François, et c'est pour ça que souvent Claude François Junior, avec des équipes spécialisées, réalise des remixes régulièrement. Et souvent il a fait des remixes tous les 10, 15 ans, 10 ans, 5 ans, ça dépend des années, parce que le son évolue tous les 5-10 ans. Mais c'est pas lui, Claude François Junior, qui décide de mettre telle ou telle chanson. C'est les patrons de boîte, le public qui demande aux patrons de passer Alexandrine, Alléluia, qui reste des standards aujourd'hui, puisque Alexandra, c'est le titre dans les 10 titres, qui depuis 45 ans, 47 ans, est dans les 10 titres les plus programmés en discothèque. C'est un miracle. Même Claude François ne l'aurait pas espéré. C'est un miracle absolu que d'être toujours diffusé 46 ans après sa disparition, et c'est un miracle. Il y a tous les artistes envient le positionnement de Claude François aujourd'hui. C'est un miraculeux d'en avoir un, et lui il en a deux. Et Magnolia et Alexandrie. Et c'est pour ça que souvent Claude François, avec des équipes merveilleuses qui sont autour de lui, souvent, Claude François Junior, pardon, souvent il fait travailler des nouveaux ingénieurs du son avec le son d'aujourd'hui. Alors, je soumettrai, j'ai retenu à peu près votre liste, entre les restes, entre l'école matin, etc. Et vous me la donnerez. Je donnerai cette liste éventuellement à Claude François Junior qui fasse travailler peut-être ses ingénieurs pour essayer de proposer d'autres versions, d'autres mix, etc.
Mais vous savez que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est grâce finalement à ces deux titres qui sont toujours programmés, ces deux titres ont permis en tout cas à l'artiste, disparu tragiquement hélas il y a plus de 46 ans, de renouveler tous les 7 ans, parce qu'on considère qu'en musique, une génération c'est 7 années. Donc grâce à ça, c'est comme ça qu'ils renouvellent, grâce aux discothèques, les nouveaux publics, les 18-20 ans qui arrivent sur le marché et qui commencent à sortir en boîte. En même temps, je veux dire, vous allez dans n'importe quel mariage, communion, bar mitzvah, soirée d'anniversaire, machin, à un moment donné, vers 1h du matin, il y a toujours un Claude François qui passe. Je veux dire, c'est rare quand il passe pas, aujourd'hui. Une autre question. Ah, attendez, il y a une question là. Je fais tourner la parole. Bougez pas. Oui. On a juste un bouton entre nous deux, mais c'est pas grave. Donc, de retrouver un ancien numéro. Oui, bah d'ailleurs, vous seriez venu à la vente aux enchères, donc j'officie régulièrement, comme expert pour les tribunaux ou pour les successions. Il y avait une collection de podium parfait d'état, qui a été vendue pas très cher d'ailleurs, je crois que ça a dû être vendu à peu près dans les 1500-1800 euros. Bon, c'est déjà une somme, évidemment, je vous l'accorde. Mais les numéros de podium se vendent très très bien, mais il faut attendre qu'il y ait des fans qui meurent. Lequel vous cherchez? Lequel? Ah bah faut me donner le numéro et puis il est trouvable. C'est pas vrai. Et vous avez gagné quoi? Ah, la petite Movix? Ouais. Ah très bien, bah, c'est plutôt bien. Bah. Mais il faut au moins que vous ayez, moi j'ai toute la collection complète à mon bureau évidemment, vous imaginez. Donnez-moi le mois, le nom et je vous scannerai la page pour vous l'envoyer au moins. Avant de le retrouver déjà ça vous consolera, parce que vous ne l'avez même pas. Alors je vous ferai le scan, c'est promis. Mais je vous ferai le scan, c'est promis. Je vous l'enverrai, je vous donnerai le téléphone de mon bureau et vous m'enverrez par mail tout ça. Je vous le ferai, ça, déjà je vous consolerai un peu avant de retrouver. Mais ça se retrouve, hein. Il y a beaucoup, vous savez, dans les ventes, j'officie dans beaucoup de ventes aux enchères depuis 12 ans, 13 ans en France maintenant. Ce sont souvent que des successions. Malheureusement, les fans de Claude meurent, comme les fans de Johnny, comme les fans de Yves Montand ou de Renaud, hein, ça arrive. Ce qui fait qu'il y a des choses qui se retrouvent en circulation, que ce soit des costumes de scène qui avaient été gagnés à l'époque par Podium, que ce soit des gadgets Podium, des sacs Podium, que ce soit des stylos Podium, des casquettes Podium, on trouve plein de choses comme ça. Et ça part dans des ventes aux enchères et ça complète des collections des gens à l'époque qui n'ont pas pu les avoir. Donc mais les numéros de Podium, vous les trouvez en parfait état, c'est rare. J'ai vendu un jour une collection complète. Salut les copains, ça avait fait 14 000 €, la collection complète de Salut les copains, en parfait état, avec le poster, les autocollants. Et Podium, elle avait fait une collection complète, pareil, d'un fan qui malheureusement nous avait quitté il y a 4 ans. Et je crois que la collection complète de Podium du numéro 1 que j'ai accompagné en couverture jusqu'aux années 79, un an après la disparition de Clo-Clo. Et la collection avait fait, je crois, 9 800 €, la collection complète de Podium. Mais en parfait état, il y avait tous les posters, les autocollants, les sticks à se mettre sur les ongles, enfin tous les cadeaux, machin, c'était incroyable. En parfait état. Donc il y a une valeur aujourd'hui, Pop 70, ça existe. Donc vous pouvez le retrouver, hein, c'est pas un problème. D'autres questions? Oui. Il y avait une question que j'ai vue. Oui. Oui, oui. Alors il y a un travail en amont quand on sortait avec Claude et Marc, on a sorti beaucoup de VHS d'abord, puis des DVD. Il y a eu 3 volumes, plein de best-of, etc. qu'on a fait en DVD. On n'en sort plus parce qu'aujourd'hui tout est sur YouTube. Les gens, ça se vend plus les DVD. Aujourd'hui, la vente d'un DVD, c'est entre 2 et 3 000 exemplaires. Donc ça n'amortit pas le coût des archives qu'il faut payer Galina, évidemment, et aux chaînes de télé de l'époque. Donc c'est pour ça qu'on sort plus de DVD. Mais nous, je sais qu'avec Claude et Marc, ce qu'on faisait, on faisait restaurer vraiment l'image, c'est-à-dire qu'on demandait la copie auprès de la bande mère, ce qu'on appelle une bande mère, c'était l'original qui était enregistré à l'époque. Alors souvent les nains, ils utilisent des copies, la copie. Et à la fin, l'image n'est pas bonne. Je suis d'accord avec vous. Et ça, on ne peut pas les obliger, c'est dramatique, mais c'est vrai que ça donne un coup de vieux à chaque fois.
on peut rien faire. Alors je sais qu'il y a des chaînes de télé qui sont très préoccupées par ça, notamment hier a été diffusée sur C8 entre 18h et 21h l'histoire de l'école des fans de Jacques Martin. Et alors dedans il y avait des images non restaurées, comme vous le dites très justement, et au milieu après il y a des images qui par contre avaient été re-restaurées, rediffusables. Et ça, nous on ne peut pas intervenir là-dessus. Parce que quand on fait un DVD, comme on l'a fait pendant longtemps avec Claude Desmarques, oui, parce qu'on exige une qualité. Donc là on peut leur demander. Mais en télé on ne peut pas diriger une chaîne. La chaîne fait ce qu'elle veut. Oui. Dites-moi tout. Eh bien merci beaucoup. Alors, merci mais vous savez que je ne chante pas. Bon, merci. Voilà, si je commence à avoir des fleurs pour les chanteurs maintenant. Eh bien, je viendrai vous saluer alors. Et oui, parce que j'ai chanté une journée, moi, dans ma vie. Vous savez, non, mais Patrick Sébastien m'avait demandé un jour pour son émission, l'émission The Fiesta, qui se faisait à l'Olympia, et c'était en 2014. Et à chaque fois, je rentrais dans son bureau, il me disait « Ah, voilà, c'est Jérôme ». Parce qu'il trouvait que j'avais une ressemblance avec c'est Jérôme. Et je parlais comme c'est Jérôme. Je dis « Bon, très bien ». Et j'ai la même taille que c'est Jérôme. Et donc, et alors, il m'a dit, je vais te faire un jour, c'est Jérôme. Vous savez, on se déguisait, etc. Donc, je arrive une émission pour ses 40 ans de carrière. Et alors, il me dit, tu vas faire l'Olympia, tu vas chanter en direct avec l'orchestre, on va te déguiser en c'est Jérôme. Ah oui, d'accord. Et bon, moi, pour le moment, tant que c'est pas de... Puis un jour, je suis arrivé, la veille, je dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette émission? C'est-à-dire que métier, chanteur, c'est un vrai métier. Et donc j'ai commencé ma carrière le 14 novembre 2014 et je l'ai fini le même soir. Donc je vous dis tout de suite, malheureusement c'est un métier. Bon, j'ai chanté en direct avec un grand orchestre, donc j'avais pris des cours de chant. Les mecs ils pensaient que j'allais commencer une carrière de chanteur. Bon, mais j'ai pas cette prétention-là, en tout cas, il y en a un qui chante mieux que moi. Et mais j'avais été obligé de passer ma voix et c'était ma vraie voix qui imitait c'est Jérôme. Voilà. Donc, mais grâce à ça, j'ai quand même fait l'Olympia un soir. 3 minutes 30, et bon, c'est déjà ça. Pour l'anecdote. Mais merci beaucoup pour ces jolies fleurs. Je viendrai vous saluer à la table. C'est promis. C'est votre maman, c'est ça? Eh ben, comment elle s'appelle? Chantal. C'est votre maman? Vous êtes sûr? On en a avec une. D'accord, ok. Bon, ben, je vais aller voir Chantal alors en plus. C'est parfait. Il n'y a plus de questions? Oui. Est-ce que c'est vrai que Marc... Alors, oui, Marc-François, c'est drôle que vous parliez de ça. Parce que Marc-François, à un moment donné, c'est lui qui est propriétaire de l'immeuble du 122 par excellence, les bureaux, les anciens bureaux. L'appartement du 46, il a été vendu, comme vous le savez. Là où malheureusement il y a eu ce fameux accident mortel. Mais le 122 appartient toujours à Marc-François. Marc-François le loue. Mais avant de le louer, souvent, il habitait. Il y a habité pendant 6 mois dans cet immeuble de tel particulier. Et c'était une manière pour lui de communiquer avec son père. Notamment quand il allait dans l'ancien bureau de son père, apparemment il lui parlait, échangeait avec lui, etc. Ce qui est très respectable, parce que pourquoi pas. Et souvent il racontait ça, et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il habitait peut-être 5 mois, peut-être pas 6 mois, mais un bon 5 mois, 4-5 mois. Et c'est ce qu'il disait, il se sentait bien parce qu'il parlait à son père. C'est pourquoi pas. C'est terrible de perdre un papa à 8 ans et demi, c'est quand même dramatique. Donc bon, je pense que voilà, on cherche son père toute sa vie, à mon avis, je pense. Oui. Pardon? Alors, moi je pense que chanteur, c'est une maladie. Il y a très peu de chanteurs qui ont arrêté leur carrière. C'est une maladie, je pense, sincèrement. C'est-à-dire qu'à part Antoine qui a arrêté de chanter, Jean Ferrat qui a arrêté de chanter, et Jacques Brel, j'en connais pas d'autres. C'est très dur. Parce que je pense que quand on monte sur scène et qu'on veut être un soleil, parce qu'il faut être un soleil sur scène quand on monte comme ça, c'est une maladie, c'est pas un métier. Je pense qu'on a ça dans le sang, c'est une vocation. C'est comme les médecins, les pharmaciens, les architectes. Je pense que ce sont des vocations. Et je pense qu'il n'aurait jamais arrêté de chanter. Je pense qu'il aurait peut-être fait des pauses dans sa carrière, comme beaucoup d'artistes l'ont fait, des pauses. Mais je pense qu'il ne serait pas arrêté. Alors il aurait fait évoluer intelligemment, comme il l'était. Je pense qu'il aurait fait évoluer évidemment sa carrière. Il aurait moins sautillé
sur Nanexon ou sur Chansons populaires, et je pense qu'il aurait fait un plus Sinatra à 80 ans, il aurait davantage chanté à la Sinatra, plus qu'à la Claude François, comme à 22 ans, enfin 25 ans on va dire. Donc voilà, mais je pense qu'on n'arrête pas, c'est un vrai métier. Oui, il y a une question. Mais non, je vous ai dit, j'ai fait mes adieux en 2014. J'ai fait mes adieux, je suis désolé, mais s'il y a des bons chanteurs, venez. Je vous ferai une belle interview. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, mademoiselle. Oui, je pense parce que dans ses agendas de 1978, il avait prévu justement, alors il devait faire le Palais des Sports en octobre 78. D'abord, il signait chez Tréma, il arrêtait les disques flèches, il était très endetté à l'époque, et il partait, il signait avec Jacques Revaux chez Tréma. À cela, il faisait un Palais des Sports qui était prévu pour le mois d'octobre 78, et il s'installait aux États-Unis après son Palais des Sports avec Kathleen à partir de novembre. Il avait loué une propriété, enfin, il était en passe de louer cette propriété à partir de novembre 78 pour s'installer en Californie avec Kathleen. Donc je pense qu'il aurait eu une parenthèse américaine, à mon avis, mais c'était quand même son objectif, parce que lui il était fasciné par l'Amérique, et comme tous les enfants de cette génération, qu'on soit Johnny, Claude François, qu'on soit tous ceux qui sont grandis dans cette génération-là, ils ont tous été fascinés par l'Amérique. Aujourd'hui, ça ne fascine plus l'Amérique. Aujourd'hui, c'est Dubaï qui fascine. Non mais, il faut vivre dans sa génération. Mais à l'époque, c'était l'Amérique, les États-Unis, ça représentait le rêve américain. Il ne faut pas l'oublier tout de suite après la guerre. Oui? Vous avez une question? Oui. Dites-moi tout. Concernant les photos à l'ESA, on a souvent dit, souvent écrit qu'il paraissait triste sur les photos. Alors, les photos à l'ESA, on a toujours expliqué qu'il était extrêmement triste, c'est ça, sur les photos? Oui, mais je pense qu'il était concentré, parce que ce qu'il faut rappeler quand même, dans tout ça, ce qui est aussi, à mon sens, un des facteurs qui l'ont conduit à ce tragique accident du 11 mars 78. Je pense qu'il était très préoccupé par ses affaires, qu'il n'allait pas bien du tout. Vous savez que c'était très compliqué, et j'en veux pour preuve que quand les enfants ont hérité de leur papa, à partir d'avril 1978, ils n'ont pas gagné d'argent, c'est un secret pour personne, avant 10 ans, avant septembre 88, tellement il y avait de dettes. Pour le rappeler, c'est la raison pour laquelle la propriété du moulin avait été mise en vente aussi également. Et je pense que ce que vous dites, à juste titre d'ailleurs, en disant voilà, il est très triste, très préoccupé sur les photos, il n'est pas forcément lumineux comme il l'était quand il se déplaçait traditionnellement. Je pense qu'il avait cette préoccupation de l'inquiétude des affaires, l'inquiétude de tout ce business qui commençait à fatiguer et à l'épuiser mentalement, à mon avis, ce qui explique parfois qu'on veut redresser une applique sans penser à ce qu'on fait, d'un geste machinal et qui malheureusement beaucoup de la vie. Je pense aussi la préoccupation, l'esprit, le mental occupé fait qu'on ne sait plus forcément ce qu'on fait. Si on peut parler comme ça de manière sommaire et en résumant un peu l'histoire. D'autres questions, il n'y en a plus? Vous avez pris votre dessert déjà? Pas encore? Il y en a du dessert, non? Il n'y a pas de dessert, me dit-on. Il n'y a plus de dessert. Bon, en tout cas, vous allez recevoir après un très beau spectacle. Franck Doria, vous le connaissez, Franck Doria? Moi, je le connais, je l'ai connu en culotte courte. Il est génial, non mais il est génial, le mec. Il fait clo-clo comme personne, il fait le tour de France, on le voit partout, sur toutes les scènes. Il est intéressant, en tout cas, il représente bien le show de Claude François. Et il y en a beaucoup qui ont vu Claude François sur scène ici. Alors, 1, 2, 3, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personnes. Moi, je l'ai vu 2 fois sur scène. Donc, ça fait 10, on est 10 dans cette salle à avoir vu Claude François. C'est intéressant. La kermesse 6 ans après, c'est un peu normal. Parce que je l'avais vu entre autres à Maubeuge, à la kermesse de la bière de Maubeuge. C'était le 18 juillet 1977. Et vous savez, dans les kermesses de la bière, c'est comme la kermesse de la Minigas à Arras ou la kermesse de la bière de Maubeuge ou la fête de la bêtise à Cambrai. Il y a des tables, c'est un peu comme ici où les gens mangent. C'est des tréteaux souvent. Et Claude François est arrivé sur scène, je crois qu'il était 23h15, 23h20. Toujours en retard évidemment, alors qu'il était annoncé pour 22h,
vous imaginez déjà, donc ça s'énervait bien dans la salle. Les gens étaient très énervés, et à la fin, ils n'ont pas pu tirer le feu d'artifice, parce que quand il a jeté son peignoir, c'est parti sur une table, la table qui était devant lui, évidemment. Les fans se sont précipités sur la table elle n'a pas résisté à 300 personnes sur la table, évidemment. Elle est tombée, il y a eu des gens qui se sont pris toute la table sur les genoux, enfin ça a été un bazar, ils ont dû rallumer la salle, et ils n'ont pas pu tirer le feu d'artifice à Maubeuge. Et j'ai assisté à cette scène à ce moment-là, mais c'était quelque chose de phénoménal. En fait, quand on voyait Claude François sur scène, c'était un son et lumière. On ne venait pas écouter Claude François, pour ceux qui l'ont vu dans cette salle, on venait le voir. Parce que c'était un show, y compris avec les gens dans la salle. Il y avait une ambiance incroyable. Alors on n'a pas revu ce phénomène, peut-être avec la Bruelmania en 89, à l'époque, je l'avais dit d'ailleurs à Patrick, mais le phénomène des filles qui hurlent, comme ça, dans les salles, ça n'existait pas ce phénomène. Moi je l'avais vu, parce que j'ai vu Luis Mariano quand j'étais petit, j'avais ma tante Simone qui me traînait dans des spectacles, notamment au Châtelet, pour aller voir Luis Mariano dans la Caravelle d'Or en 1969. Alors Mariano, moi j'ai vu des filles du Châtelet qui se jetaient du balcon, du 3e étage du Châtelet, il y a 5 étages de balcon au Châtelet, du 3e étage pour aller embrasser Luis Mariano sur la scène, vous imaginez. Et donc il y avait cette forme d'hystérie avec Mariano, et Claude François. Après on a eu un peu la Bruelmania, mais c'est pas la même hystérie qu'il y avait dans les salles avec Claude François, ça n'a rien à voir encore. Là il y avait vraiment cette folie, ces filles qui s'évanouissaient, qui faisaient tellement de choses sur ces chapiteaux ou dans ces salles. Non, il y avait un truc quand même phénoménal, vraiment. Bon, je vous embête pas plus maintenant parce que le dessert arrive, me dit-on. Et ça m'a fait plaisir de parler avec vous, d'échanger un peu. Je reste encore jusqu'à 15h15, je sais pas quelle heure il est, vous avez l'heure au premier rang? 16h. 3h25? Ah, moins 5. Bon, je suis encore là 20 minutes. Merci en tout cas de votre gentillesse, de votre fidélité. Et puis on va se revoir, on se voit toujours 2 fois dans la vie, vous êtes d'accord? A très vite en tout cas. Bonne fin d'après-midi en tout cas et merci. Merci beaucoup.